connaissez beaucoup. C'est le frère Cissé. Il est plusieurs fois intervenu sur cette radio. Et le frère Aïba qui, c'est la première fois qu'il va intervenir sur cette radio. C'est un monsieur qui est très bien, mais il nous écoute, mais il ne répond, il n'intervient pas. Alors, aujourd'hui, je les ai invités pour qu'on parle, on discute un peu de ce que la diaspora peut apporter, et aussi on va jeter un regard critique sur l'actualité politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Monsieur Aïba, bonsoir Monsieur Cissé. Monsieur Cissé, est-ce que vous êtes là? Bonsoir Monsieur Douga, je vous entends très bien, je vous reçois 5 sur 5. Merci. Je dis bonsoir aussi à Monsieur Aïba. Merci. Et Monsieur Aïba, est-ce que vous êtes là? Bonsoir. Bon, il y a bonsoir quelqu'un Monsieur qui... Douga. Merci. Pour l'invitation. Merci aussi à Jacques Roger pour l'invitation. Et bonsoir à tout le monde. Merci. Alors, vous allez vous présenter, M. Aïba. M. Cissé, lui, on le connaît beaucoup sur cette radio. Okay. Donc, vous allez vous présenter aux auditeurs, aux éditrices. Oui, bonsoir à tous. Comme je disais, je suis M. Aïba et je suis un professionnel dans le domaine de l'ingénierie. Et bon, ça fait un moment que je suis aux États-Unis, quelques décennies. Et naturellement, à notre âge, on pense maintenant à nous libérer et puis contribuer vraiment activement. Activement, je dis activement, c'est-à-dire physiquement, à être souvent au pays pour partager l'expérience professionnelle surtout qu'on a eue. Et puis aussi conseiller nos frères. Moi, je ne suis pas attaché à un parti politique, mais naturellement, comme le commun de mortels, je veux le bien de mon peuple et de l'Afrique en général. Voilà. Donc, je fais beaucoup de suggestions aux frères. C'est ainsi que M. Douga a eu l'aimabilité de m'inviter et que je partage un peu mes points de vue. Voilà. Merci alors pour votre information, M. Aïba, dans le domaine de l'électricité. Il était en Côte d'Ivoire à l'université dans les branches de mathématiques et physique et il est venu ici et il a continué ses études et il travaille pour... dans le domaine de l'ingénierie. Voilà. De l'ingénierie. Le bâtiment, la construction, le design. Voilà. Merci, merci. Alors, M. Cissé, vous pouvez vous présenter. Bonsoir, monsieur. Ouais, une fois de plus, bon, les statuts changent, mais on reste toujours les mêmes. Je suis Ben Cissé, je suis chef d'entreprise. Bon, je fais la commodité. Bon, j'étais aussi dans le bâtiment, même maintenant, je fais la commodité. La commodité, c'est-à-dire que les produits, tout ce qui est produits alimentaires, en fait. Bon, et puis aussi, je suis aussi un fin observateur de analyse de la vie politique au niveau du pays, au niveau de l'Afrique, surtout ici aussi. Donc là, j'apporte un point de vue. Donc l'essentiel aujourd'hui, j'essaie d'intervenir pour qu'on puisse trouver une forme de plateforme, pour qu'on puisse au moins adjoindre notre empreinte, au moins dans ce qui se construit en Afrique maintenant, et surtout dans nos pays respectifs. C'est-à-dire que quelque part, chacun peut un peu. Donc voilà, donc on pense que ouais, c'est lorsqu'on se met ensemble qu'on peut arriver. On va essayer de se donner des idées pour qu'on puisse arriver à quelque chose de concret, pour que bon, à la retraite, au moins on puisse avoir pensé qu'on n'ait pas vécu inutile, quoi. Parce qu'on pense que les gens ont fait le grand du travail pour les indépendances. Nous sommes à une phase qui est une lutte purement économique et sociale, et surtout culturelle. Donc c'est à nous maintenant de poser les jalons de cela et pour nos enfants ou pour le futur. Donc c'est par rapport à ça que je suis là. Bien, merci, monsieur Ben Cissé. Merci aussi au frère Aïba, monsieur Aïba. Alors, la première question que je vais vous poser, voyez-vous le monde que présente maintenant,
avec tous ces changements qui interviennent dans le monde entier, ce n'est pas seulement en Afrique. Bon, l'Afrique est beaucoup bousculée par les nouveaux changements de régime et autres. Alors, ce que je vais vous demander, quel apport, après avoir passé tant d'années, des décennies ici, quel apport la diaspora peut apporter à l'Afrique, parce que puisque nous sommes africains, on parle en termes d'Africains, que nous pouvons apporter à nos pays. Nous avons vu le développement d'ici. Qu'est-ce que nous pouvons apporter à nos pays respectifs? Monsieur Aïba, s'il vous plaît, vous avez la parole. Bon, naturellement, il y a beaucoup de choses qu'on peut apporter. Je vais me limiter au plus important pour moi. Naturellement, selon les compétences professionnelles et compétences d'affaires, chacun peut apporter. Voilà. On n'a pas besoin du niveau intellectuel. Mais au niveau de la technologie, je pense que la diaspora qui est surtout en Amérique et en Europe, dans les pays développés, et qui a pu se créer un chemin dans le système, nous le comprenons bien et nous pouvons être des conseillers techniques pour nos autorités en Afrique. Je vais vous donner un exemple simple. Sinon, un exemple, peut-être deux. Prenez le troisième pont. Vous voyez le troisième pont d'Abidjan? Oui, bien sûr. Le pont Henri Konan Bédié. Oui. Bon, peut-être que pour ceux qui ne sont pas conscients des standards de construction de pont, ne vont pas avoir les problèmes. Mais les premiers problèmes qui me sont sautés aux yeux, et ça, il a fallu même que je passe sur le pont en taxi. Déjà, j'ai remarqué que l'eau était beaucoup trop forte. Quand vous êtes sur les deux premiers ponts, vous voyez que ces deux premiers ponts ont à peu près la même hauteur et sont conçus avec à peu près les mêmes standards, c'est-à-dire le passage piéton des deux côtés, 3 voies, donc une embarcation maritime d'une certaine taille, c'est-à-dire que la plus grande embarcation maritime qui passe sur le premier pont peut passer sur le deuxième pont, n'est-ce pas? Mais vous constaterez que le troisième pont est beaucoup plus petit, ce qui fait que la plus grande embarcation maritime qui passe sous les deux premiers ponts ne pourra pas passer sous le troisième pont. Et donc déjà, on divise la lagune en deux. Alors que, pour ceux qui vivent à New York, vous voyez comment le transport maritime permet de décongestionner le système de métro qui est surchargé et les bus. Il y en a de plus en plus maintenant des bateaux-bus, en plus du ferry qui va à Staten Island. Il y a encore beaucoup de routes qu'ils ont ouvertes, de bateaux qui amènent les gens de l'autre côté de la rive, même à Brooklyn, à Queens, même au Bronx. Voilà, il peut venir à Manhattan avec le bateau. J'ai un collègue qui le fait. Voilà. Donc, c'est un problème. Non. Ça dit les standards de construction chez nous. Je ne vais pas être long puisque le temps, c'est notre plus grand ennemi. Aussi, ce troisième pont, il a un seul passage piéton. Ce qui n'est pas normal. Parce que dans nos pays, naturellement, tout le monde n'a pas les moyens d'avoir une voiture. Et surtout, le transport urbain n'est pas suffisant. Les bus, vraiment, les gens marchent autant qu'ils peuvent. Donc, déjà, c'est une restriction. Et ce passage piéton est vraiment étroit. Ce qui fait que les standards modernes, c'est 2 passages piétons. Et puis, dans chaque espace, 2 espaces de chaque côté, sinon 1 de chaque côté. Et aussi, un passage pour les moyens de transport alternatifs, les vélos et les motos. Les petites motos, les mobylettes, les scooters électriques scooters. Donc, vous voyez que déjà, ce troisième pont-là, il ne remplit pas les conditions. Voilà, je vais m'arrêter là. Peut-être que je vais parler aussi rapidement des caniveaux. Comme vous voyez, depuis que nous sommes à l'étranger, dans les pays développés, nous n'avons jamais vu de caniveaux ouverts, n'est-ce pas? Et curieusement, dans nos États africains, presque toutes les grandes villes africaines, tous les caniveaux sont ouverts.
déjà, vous voyez que nos infrastructures sont conçues avec des standards plus bas. Hein? Donc, on peut être des conseillers pour nos dirigeants. Hein? Et puis, bon, naturellement, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière les rideaux qu'on ne peut pas dévoiler. Enfin, c'est un peu trop long de dévoiler. Mais pour des régimes comme ceux de l'AES qui veulent vraiment changer les choses, hein, nous pouvons leur apporter ces conseils techniques de façon à ce que nous écrivons des standards et que nos villes soient construites de façon futuriste et puis aussi en englobant tous les moyens de déplacement et les espaces verts surtout, voilà. Et puis un autre point important, voilà, il y a que ça c'est un grand problème que nous rencontrons dans presque toutes les villes africaines. Il n'y a pas de centre d'épuration des eaux usées. Donc la lagune devient marron. La lagune qu'on a laissée, qui était bleue dans les années 60, 70, hein, cette lagune-là, surtout quand vous venez en avion pendant la journée, ça donne des larmes aux yeux. Hein? Et pour des gens qui sont des connaisseurs des infrastructures modernes, de villes, tout de suite, on comprend le problème. Hein? Il n'y a pas de centre d'épuration des eaux usées. Ce qui veut dire que toutes les habitations, les eaux sanitaires qui sont dans la région Abidjan et environ, hein, près de la lagune, les caniveaux débouchent dans la lagune d'une façon ou d'une autre. Et quand il pleut, tout les eaux d'inondation amènent tout dans la lagune. Hein? Déjà, mais il y a eu des cas à Port-Boué ou des poissons, parce que ça tue la faune aquatique et ça réduit l'oxygène dans l'eau et les poissons meurent. Il y a eu beaucoup de poissons qui sont morts vers Vridi, Port-Boué. Hein? Bon, voilà, je vais m'arrêter là pour ne pas prendre trop de temps. Voilà. Non, M. Aïba, ce que vous êtes en train de dire me surprend énormément. Alors, enfin, surprend dans le bon sens. Dans le bon bien sens. Bien sûr, oui. Ah, okay. Parce que, chers auditeurs auditrices, là, vous êtes en train d'écouter un spécialiste. C'est un jeune Ivoirien qui était en faculté de mathématiques et physique et qui est venu aux États-Unis ici. Ça fait plus de 30 ans qu'il est là. Je le connais. Je le connais très bien. Et aujourd'hui, il est en train de vous parler en tant que grand technicien. Bon, je ne vais pas vous dire. En tout cas, il est dans une grosse boîte à New York ici. Et je ne vais pas vous dire sur la radio. Alors, ce qu'il vient de dire concernant le pont, alors, le contraste, c'est que nos deux vieux ponts ont respecté les normes de 1950, parce que les deux ponts ont été construits dans les années fin 50. Ont respecté des normes modernes que le troisième pont qui est venu dans les années 2020, 2015 et 2014 n'a pas respecté. Alors, M. Aïba, vous avez tout le temps de vous expliquer en profondeur pour que même les moutons comprennent. Pour que même les moutons comprennent, si le temps n'est pas suffisant aujourd'hui, on revient la semaine prochaine pour continuer. Oui, c'est ce que je voulais vous dire. OK, ouais, donc merci beaucoup. Vous voulez que je continue ou bien, M. Cissé, parce que... Oui, si, parce que le problème est très crucial. Que peut apporter la diaspora à l'Afrique? Je laisserai M. Cissé avancer lui. Voilà. Oui. Alors, si vous voulez dire quelque chose, vous dites, ou bien on passe à M. Cissé, qui est aussi dans le domaine. M. Cissé, est-ce que vous êtes prêt à intervenir? M. Cissé, pouvez-vous ajouter quelque chose? Que peut apporter la diaspora? Que peut apporter la diaspora à l'Afrique pour son décollage dans tous les domaines, économique, politique, militaire et puis développement. Allez-y, M. Cissé.
Merci bien, Monsieur Dugan. La question est pertinente et je pense que ouais, mon ami il a parlé quand même de certaines, il a approfondi l'aspect technique de la chose. En fait, cette diaspora, aussi bien qu'elle voudrait le faire, la diaspora a besoin d'avoir premièrement une volonté. Il faut qu'on ait la volonté de vouloir vraiment aider nos pays. Lorsqu'on a la volonté, je crois que ce qui suit viendra avec le reste. Après cette volonté, je pense qu'on peut penser à organiser cette diaspora. Parce que quand on aille, au moins en termes d'équipe, ça apporte mieux, ça apporte plus vite que peut-être de manière qu'on a de manière dispersée. Et maintenant, lorsqu'on sera organisé avec cette volonté de vouloir travailler, cette expérience que la diaspora en a beaucoup, ses connaissances, ses diplômés, toute cette matière grise, et tous ceux qui ont appris ce qu'ils savent faire, et ceux qui peuvent aussi faire des investissements, parce que tout n'est pas seulement matière grise. Il y a des gens qui sont capables d'investir sur certains projets dans beaucoup d'autres choses. Donc, il y a tout ce côté qui est aussi l'aspect culturel. Nos enfants, pour qu'ils puissent prendre la lutte en marche. Je pense qu'on peut organiser cette plateforme-là. Faire en sorte que on ait déjà on prenne conscience de l'importance que la diaspora s'implique de plein pied, comme les autres diasporas ont fait pour les pays. L'Israël a été construit par cette diaspora. L'Italie. Il y a beaucoup de pays qui ont vraiment reçu un coup de la diaspora, mais nous n'arrivons pas à le faire. Tel que Edouka venait de élucider. Je vais vous prendre un exemple aussi technique, un peu très simple. Le barrage de Soubré. Le barrage de Soubré, du coup, dans le domaine de l'énergie, qu'on connaît bien, ça fait 275 mégawatts. Et les 275 mégawatts, le barrage a été construit sans qu'il ait un lit d'eau. Un lit d'eau, autant pour moi. C'est-à-dire qu'on compte sur le fait des hasards pour faire tourner des turbines. Alors que quand on entreprend ce genre d'entreprise qui vaut jusqu'à 580 millions d'euros, on prend au moins soin d'optimiser le rendement de ce qu'on produit. Mais du fait qu'on se dit qu'un barrage qui doit être constitué de 4 turbines, on nous vante les médias. C'est lorsque toutes les 4 turbines tournent à leur option optimale qui fait qu'on a les 275. Lorsque l'eau aussi a son niveau optimal qui donne les 275 mégawatts, on ne nous dit pas ça. Donc, ce qui fait qu'il y a des paramètres qu'il faille régler à l'avance avant de lancer le barrage. Et beaucoup d'argent a été mis, le barrage a été lancé. Bon, ça donne, mais ça ne donne pas le résultat escompté parce qu'au préalable, il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites en amont. Donc, c'est ce genre de techniques, ce genre d'erreurs qui peuvent être évitées par les expériences des uns, par la connaissance des uns et des autres. Et c'est par rapport à cela que l'apport de la diaspora rentre en ligne de compte. Parce que chez nous, on dit que l'homme qui a fait 2 marchés, celui qui sait le marché le moins cher. Celui qui reste dans un seul marché, il pense que tous les prix, c'est le prix normal. C'est celui qui a fait 2 marchés, qui a fait 3 marchés, qui peut comparer les marchés pour savoir que ceci est bon, ceci n'est pas bon. Je pense que la diaspora est bien positionnée dans ce côté-là. C'est à nous d'assumer cette responsabilité. Il faut qu'on se lève pour l'assumer. Et parce que quand je regarde l'âge de la diaspora africaine, il est temps que nous agissions. Les Hauts-Boyens ont commencé à agir quand ils avaient 44 ans. Le président Ahmed Sékou Touré, il a dit non à De Gaulle, il avait 36 ans. On n'est plus de ce gars-là. Les Ouenzien Koulibaly, c'est à 42 ans, ils ont parlé. On n'est plus âgé que tous ces gens-là. Ils ont fait leur devoir. C'est à nous, comme le dit Frantz Fanon, dans une circonstance opaque, c'est à nous de définir notre mission, de la trahir ou de l'accomplir. Je pense que ouais, c'est ce que Duc a dit, je le reviens dans ce côté, mais je veux beaucoup insister dans le sens d'organiser, créer une force, je ne dirais pas entrepreneuriat, mais une force de potentiel qui pourra impacter beaucoup de trucs et par-dessus tout,
ajouter le côté culturel pour que les enfants comprennent, nos enfants comprennent qu'ils peuvent assurer la relève. Même s'ils sont américains, il ne faut pas oublier le pays. C'est les juifs israéliens aujourd'hui qui font que l'Israël, ils sont juifs américains, mais ils sont juifs israéliens. C'est ceux-là qui font beaucoup pour l'Israël aujourd'hui. Donc, tout le monde paie un peu. Donc, pourvu qu'on s'organise. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter sur ce que Eduko a dit. C'est qu'il a presque tout dit, mais c'est ce côté-là que je voulais apporter. L'apport économique, l'apport intellectuel, l'apport culturel, mais par-dessus tout ça, il faut une volonté et puis une organisation qui va canaliser toute cette expérience et toute cette connaissance des matières grises-là. Voilà, pour pouvoir avoir un effet. Je vous remercie. Merci, M. Ben Cissé. Je tombe des nues. Je suis très heureux de vous entendre. Je suis très content que vous soyez sur Jacques Roger Show International, la première radio en ligne de la diaspora africaine. Alors, vous êtes en train de dire des choses grandes. Ça ne sort pas de la bouche de Kwasi. Ça sort de la bouche d'experts dans les domaines. Si moi je parle, on dit c'est politique. Voici ce que le frère Aïba a parlé du troisième pont, ses insuffisances. Et voici ce que le frère Ben Cissé parle du barrage de Soubré qui ne peut pas remplir toute sa fonctionnalité parce que dès le départ, il y a quelque chose qui a été ignoré, soit par volonté, soit involontairement. Alors, quand j'écoute Aïba parler du troisième pont, ça veut dire que un bateau ne peut pas passer en bas du troisième pont. Monsieur Aïba. Oui, je sais pas, mon micro est toujours ouvert, j'espère. Oui, on vous entend. Ouais, okay. Oui, ça dit, naturellement, des pirogues peuvent passer, des petites embarcations, très petites. Je vais rechercher la hauteur, mais visiblement, on voit que ce pont-là, la hauteur est au moins 2 fois plus basse que les 2 premiers ponts. Sinon, j'ai l'impression qu'il y a certains endroits qui sont légèrement plus élevés, et même ces endroits qui sont élevés là n'atteignent pas les deux premiers ponts. Et pour nous qui vivons ici dans la région de New York, la première chose qui nous a frappé, c'est la hauteur des ponts, n'est-ce pas? C'est ça, oui. Voilà. Le George Washington Bridge. Voilà. Mais moi, je me rappelle que beaucoup de nos frères qui allaient pour la première fois au Delaware pour acheter des voitures, ils revenaient, ils parlaient du pont du Memorial Bridge, et puis ils étaient émerveillés. Ils disaient, c'est comme si on est en avion qu'on prend ce pont-là. C'est ça, oui. Parce que les ponts sont construits avec des pour permettre aux navires de passer. Donc, un pont comme le Verrazano Bridge, qui connecte Staten Island et Brooklyn, un pont comme le George Washington, qui connecte Manhattan et puis New Jersey, où vous voyez le Hudson River, les grandes embarcations peuvent passer. Sur le Verrazano Bridge, je dois mentionner, c'est l'entrée du port de New Jersey, Brooklyn. Vous voyez, donc, vous avez des containers qui doivent passer. Alors, ce pont-là, il ne doit pas empêcher le trafic maritime. Vous voyez. Donc, il doit être aussi grand que possible, hein, pour permettre toutes les embarcations de passer. Au cas contraire, il y a certains ponts qui ont été construits il y a plus d'un siècle, hein, et ils ne remplissaient pas ces conditions de hauteur. Alors, ce qu'ils font, on les appelle les drawbridges. Ils doivent arrêter la circulation, hein, d'automobiles et puis tourner le pont ou bien l'ouvrir pour que les bateaux passent. Et certains de vous ont peut-être vu cette opération, n'est-ce pas? Hein? Oui, j'en ai vu entre Bronx et puis à Bronx. Third Avenue Bridge et puis à Bronx sur Bruckner, il y en a ça là-bas. Voilà. Il y en a là-bas, oui. Donc, une nuit même, j'allais au travail à 2 heures du matin, ils m'ont bloqué là. Voilà. Alors, naturellement, pour un pont aussi important sur une voie importante, naturellement, il ne faut pas arrêter les véhicules. Ça va prendre
plusieurs minutes, sinon des douzaines de minutes. Donc, il faut le faire aussi haut que possible pour permettre les embarcations. Donc, pour continuer, j'aimerais dire, jusqu'à présent, peut-être que c'est le conditionnement que nos hommes politiques ont, et ça dépend aussi, on commence à découvrir beaucoup de choses, que j'aimerais pas rentrer dedans, mais il semble que nos infrastructures sont construites à l'étranger, et sont, donc on n'a aucun standard. Et il semble que les autorités sur place, même s'ils connaissent quelque chose, ils ne peuvent pas empêcher la réalisation de... C'est-à-dire qu'on n'a pas un système de contrôle. Vous voyez. J'ai un ami, un promotionnaire qui est à Abidjan et qui m'a dit que à propos des caniveaux, que tous les projets sont conçus avec des caniveaux qui doivent être fermés. J'ai dit, mais pourquoi alors les caniveaux? Il dit que c'est des problèmes de coût. Donc, il y a la surfacturation. Naturellement, il y a beaucoup de choses que nous pouvons apporter au niveau des coûts. Par exemple, lorsque le projet doit être réalisé, il faut aussi qu'on développe. Pour parler de quelque chose d'assez pressant et d'important, j'ai l'impression que, peut-être que vous aussi vous avez remarqué, que il n'y a pas d'entreprise locale qui se développe. L'idéal serait que nous nous développons en développant nos capacités, ce qu'on appelle les transferts de technologie. Et on se rend de plus en plus compte que ce ne se fera pas automatiquement. Bon, nous avons beaucoup de citoyens qui sont à l'étranger, qui ont la chance, comme nous autres, d'avoir quand même une expérience professionnelle dans les pays avancés. Maintenant, il faut qu'il y ait des facilités, ou bien au niveau même du consulting, qui est des conseillers techniques, nous puissions aider nos autorités à pouvoir mettre des aménagements. Donc, c'est-à-dire, dans un projet de construction de route ou de pont, on doit pouvoir, et puis ça peut être des décrets. Naturellement, on ne pourra pas donner à 100% à une entreprise qui n'a jamais construit un pont ou bien une route. Mais on peut donner 20% ou 10% selon la capacité d'une entreprise ou de celle qu'on peut sélectionner pour travailler avec une grande entreprise étrangère et puis développer l'expertise. On peut me suivre. Je vous suis très bien. C'est un sous-traitant. Et donc, dans la construction, par exemple, d'une route, je prends quelque chose de simple, cette entreprise locale, même si régionale, va faire un petit travail à la hauteur de ses compétences. Et pendant qu'ils développent l'expérience, demain, ils pourront faire un peu plus. Donc, ils pourront faire un projet de construction de route en 2 villages, par exemple. Et l'État, donc, ils pourront avoir certains projets du gouvernement. Alors, j'ai l'impression que, je ne sais pas si ça fait partie, ou bien il y a la possibilité de notre gouvernement d'imposer ce genre de choses, mais après 60 ans, plus de 60 ans d'indépendance, c'est regrettable que nous n'avons pas d'entreprise même qui peut réaliser de petits projets. Voilà. Merci, M. Aïba, merci. Monsieur, alors, il y a un auditeur, M. Adjei, qui voudrait vous poser une question à vous deux. Oui. M. Adjei, s'il vous plaît, allez-y. Oui, on fait partie de là. Merci bien, bonsoir, merci de m'avoir donné la parole. Alors, bonsoir, chers amis, M. Ben Chers frères, Aïba. ce sont des frères ivoiriens. Oui, on se connaît. Alors, j'ai deux questions. Daman. Voilà, j'ai 2 questions pour vous. La première, c'est que, est-ce que, concernant le développement de la Côte d'Ivoire, est-ce que les ponts et les routes étaient la priorité de la Côte d'Ivoire? Est-ce qu'en dehors des ponts, des routes, il n'y avait pas autre chose qui était plus prioritaire que ça? C'est la première question. Et deuxièmement, pourquoi Daman Ouattara a mis l'accent de son projet sur les ponts et les routes? Parce que jusque-là, je n'arrive pas à comprendre que quelqu'un arrive dans un pays et c'est les ponts et les routes qui l'intéressent et les individus pour lesquels on dirige, on les enlève la nuit
on les met en prison. Bon, Monsieur Daman, bon, là-bas, c'est pas ça. Alors, la question, pour résumer, est-ce que dans un développement, dans un pays, la construction de routes et de ponts sont prioritaires? Merci, Monsieur Aïba et Monsieur Cissé. Vous avez la parole. Cissé, je ne sais pas si tu veux avancer quelque chose. Bien. Ok, ouais, je parle comme ça. On reste, Monsieur Cissé, on reste dans, s'il vous plaît, on reste dans ce cadre strict. Est-ce que c'est pour le développement d'un pays, la construction de routes et de ponts sont prioritaires ou bien ont une priorité? Allez-y. Bien, merci bien. Bon, c'est-à-dire le problème, c'est les termes choisis. Peut-être le mot prioritaire, bon, moi j'aurais préféré peut-être le mot nécessaire. Merci. Voilà, parce que bon, c'est un problème de terminologie ici. Construction de ponts, construction de routes, c'est bien. Parce que moi, je vais faire une petite anecdote. Quand on était en train de faire, comment on appelle ça même, la corniche au niveau du plateau, on avait c'était le ministère du Tourisme et puis le ministère de la Construction qui avait été associés. Il y avait demandé en ce moment, est-ce que c'est Jean-Claude Brou qui était ministre des Mines? Pourquoi est-ce qu'on n'associe pas le ministère des Mines? Parce que, voyez-vous, c'est par expérience. Comme j'ai dit, l'homme qui a grandi, quelqu'un qui a fait 2 marchés, celui qui fait le marché le moins cher. Quand vous venez faire des trucs, vous venez faire une corniche dans une lagune, alors que tout le monde sait que les cours d'eau regorgent des objets très précieux. Cette lagune ébriée là, qui n'a jamais été draguée pendant des siècles. Est-ce que vous savez ce que les gens pouvaient gagner là-dedans en sortant, en draguant toute cette lagune-là, tous ces débris-là, personne n'a contrôlé pour savoir. Je ne dis pas que c'est ce qui s'est passé, mais c'est cette possibilité qu'on puisse trouver plus de richesses en ressortant tout ce qu'on va appeler garbage, en draguant la lagune, trouver beaucoup plus de richesses dans ces eaux-là que l'argent même du contrat. Donc, j'aurais souhaité que le ministère des Mines soit associé pour que les ordures qui sont sortis soient concassés et qu'on trie les valeurs qui vont en sortir. C'est pour la Côte d'Ivoire. Peut-être que ces trucs-là même pouvaient même payer même la facture même de comment j'appelle ça, de la corniche. Ça, c'était dire en passant. Bon, maintenant, pour dire que ouais, est-ce que le pont et les routes sont prioritaires? Prioritaire, non. La première priorité dans un pays, c'est les hommes. Les routes sont nécessaires, mais les hommes sont prioritaires. On fait en sorte que ouais, la population mange à sa faim, trouve un logement. Nous tous, on a vu comment est-ce qu'on s'est lancé ici pour faire le projet de logements sociaux. C'est nous qui avons lancé les logements sociaux ici. C'est moi spécialement qui ai lancé ça avec le ministre Dinkan, qui était ministre des Affaires étrangères. Et le logement social, c'était quoi? On a insisté, il ne s'agit pas d'aller prendre les psychologies et autres, il s'agit de créer une industrie de construction ivoirienne. Lorsque l'État ivoirien a besoin de 10 000 logements, il y a une entreprise qui est là qui peut sortir 10 000 logements. Comme au temps de la Sogefia. Comme au temps de la Sogefia. Lorsque le gouvernement a besoin de 5 000 logements, on a une entreprise ivoirienne qui peut sortir 5 000 logements. Ce n'est pas du real estate, ce n'est pas de gestion immobilière, mais ça, c'est une industrie de construction. Et c'est de ça qu'on avait besoin. On n'a pas, une fois de plus, on n'a pas été écouté. La diaspora pouvait jouer son rôle, mais quand ce n'est pas suivi, c'est ça. Ça fait mal parfois quand ça n'arrive pas, mais ce sont ces genres de situations qu'on veut éviter. Nous ne sommes pas là pour critiquer le gouvernement ou quoi que ce soit. Nous sommes là pour dire qu'on pouvait mieux faire si on avait prêté une oreille attentive à d'autres frères qui sont de l'autre côté, qui de bonne volonté veulent apporter leur pierre à l'édifice. C'est dans ce sens-là que tout ce que nous disons, ce n'est pas dans un souci de sabotage, loin de là. C'est dans un souci d'amélioration dans l'avenir pour éviter les erreurs qui sont déjà... Parce que l'eau qui est versée, même si tu la ramasses, elle ne sera plus pure. Donc, faisons en sorte que prochainement, ce qui va advenir, qu'on associe ceux qui ont fait les 2 marchés, qui savent où c'est moins cher, où c'est plus cher. Parce que sur nous aussi, on dit, l'homme qui a grandi au fond du puits pense que le ciel se limite à la margelle du puits. C'est quand il sort du puits, il se rend compte que le ciel est vraiment vaste.
Donc, pour ceux qui sont sortis, ceux qu'ils ont découvert par rapport aux expériences qu'ils ont eues, on peut apporter beaucoup. Donc, pour dire que les ponts et les routes étaient prioritaires, je dirais que c'était nécessaire, mais pas prioritaire. C'est un problème de terminologie, je ne peux pas trop spéculer là-dessus, mais je vais préférer que les hommes soient prioritaires et que les gens aujourd'hui aient un toit chacun. C'est mieux que, ouais, c'est pas tout le monde qui peut acheter une voiture, ce n'est pas tout le monde qui peut conduire une voiture, mais au moins, si chacun pouvait manger, chacun pouvait trouver que ce soit, je pense qu'après ça, si chacun travaillait, ou alors on crée un capital d'enrichissement, et lorsqu'on s'enrichit, on investit l'argent et progressivement l'État s'enrichit, et puis on fait le reste du développement par rapport à la Côte d'Ivoire. Mais on ne peut pas s'endetter et puis aller faire des dépenses. Je suis contre ce principe-là. Si je dois faire des dépenses, je dois gagner cet argent. Mais si je m'endette, c'est pour faire un capital, faire un profit, et le profit m'aide à payer le crédit que j'ai pris. Après, maintenant, je jouis maintenant du bénéfice maintenant pour faire mes dépenses. Mais quand je prends l'argent, c'est un investissement. On fasse la différence qu'on fasse la nuance entre un investissement et une dépense. Un investissement, c'est une dépense qu'on fait dans un souci que ça rapporte et on peut amortir. Il y a un retour sur l'investissement. Ça te permet de payer le montant total que tu as engagé. Mais on ne peut pas s'endetter. Parfois, on va plus vite même que notre comment on appelle ça, que notre croissance. On s'endette à hauteur de 20%. Alors que, ouais, on fait une croissance de 7 à 8%. Il y a un problème. Bien, merci, Monsieur Cissé, merci beaucoup. Alors, Monsieur Aïba, vous pouvez apporter des éclaircies sur la question du frère Dama. Ok, merci. Je vais naturellement ajouter à ce que Monsieur Cissé vient de dire, et puis aborder surtout d'autres angles. C'est-à-dire, il ne faudrait pas que nous confondons, nous les Africains, nous confondons urbanisation avec développement. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, pour donner des exemples brefs, l'Afrique du Sud est développée, n'est-ce pas? Il y a eu des grandes villes prétoriales et tout, mais comment vivent les Noirs d'Afrique du Sud? Vous voyez ce que je veux dire? Un développement, il doit toucher toutes les couches sociales. Et on ne doit pas, la construction de ponts et routes qui sont nécessaires, hein, ne doit pas se limiter à une ville et ne doit pas se faire au détriment d'autres infrastructures. Comme à chaque petite pluie, il y a des inondations à Abidjan, et il semble que ce problème n'est pas vraiment, c'est-à-dire qu'on ne se focalise pas à résoudre ce problème, n'est-ce pas? Les gens meurent chaque fois. Hein? Alors, il y a aussi le problème d'un développement déséquilibré. Hein? Parce que moi, j'ai l'impression, je ne sais pas si vous aussi vous le voyez, on a l'impression que Abidjan est la seule, Abidjan et la région d'Abidjan, c'est le seul département d'Abidjan, du pays plutôt, n'est-ce pas? Donc, on a tendance à, et ce qui se passe maintenant, à concentrer tout sur Abidjan, où toutes les infrastructures sont dépassées. Par exemple, un de mes séjours au pays, j'étais chez ma cousine à Yopougon, j'avais passé la nuit là-bas, comme vous savez, en bon africain, on insiste, bon, faut que tu dors dans ma maison. J'ai passé la nuit. De le matin, pour prendre la douche, au premier étage, hein, la pression est faite. Hein? Je ne sais pas si vous avez eu cette expérience-là dans certains quartiers, et j'ai tout de suite compris le problème. Hein? Parce que vous voyez, vous avez certainement remarqué, à New York, on fait des upgrades. La population augmente. Il y a des projets surtout pour acheminer l'eau. J'ai eu l'opportunité de travailler sur un grand projet comme ça. Hein? Parce que l'eau qui se fait à New York vient de Upstate. Hein? Les canalisations doivent être augmentées parce que la population qui était de 1 million il y a un siècle, ou bien peut-être moins d'1 million, est maintenant 8 millions qui s'accroît, qui va même vers 10 millions. Donc, il faut faire des prévisions. Vous voyez. C'est pour cela qu'on ne sent pas tous ces trucs-là, parce que bon, ils font des upgrades, même au niveau du gaz. Hein? On met des nouvelles tuyauteries avec des diamètres plus élevés, et plus grands plutôt, et des diamètres de 8 mètres, hein? Surtout les mains, hein? Vous voyez, qui sont tout à fait dans les profondeurs. De façon à pouvoir acheminer suffisamment d'eau, il faut mettre des pompes pour pouvoir maintenir la pression dans les tuyauteries. Vous voyez.
Alors que nos quartiers, comme Yopougon et tout, c'était avec peut-être 100 000 habitants, plutôt, excusez-moi. Aujourd'hui, il y a facilement 2, 3, 4 millions d'habitants à Yopougon, n'est-ce pas? Donc, vous voyez que la demande dépasse ce qui est disponible. Donc, aux heures de pointe où tout le monde se lavait par l'eau au travail, il n'y en a pas. Alors, la décentralisation est vraiment... Et puis, bon, je vais même pas... Vous voyez le problème de transport, Abidjan. C'est pénible de se déplacer en transport commun, même quand tu as ta voiture ou bien voiture personnelle, les embouteillages, je sais pas comment tu le dis. Donc, le système de... c'est-à-dire que nous construisons des villes dont nous n'avons pas les infrastructures pour permettre aux citoyens de bien vivre dans ces villes. Vous voyez. Et dans presque tous les États africains, c'est la même chose. Hein. C'est pas pour c'est-à-dire, si vous regardez sur la Côte d'Ivoire, dans presque tous les États africains. Il y a une grande ville qui est, je crois, Lagos a 20 millions d'habitants, si je ne me trompe pas. Hein. Et c'est presque toute la population de Côte d'Ivoire, sinon presque. Hein. Donc, décentraliser est important. Il faut qu'on se développe à notre rythme et en équilibrant le développement. Donc, il ne faut pas oublier le centre, il ne faut pas oublier les villes du nord, de l'est et de l'ouest, de façon à ce que tout le monde n'est pas obligé de venir au sud, à Abidjan, pour pouvoir, comment je peux appeler, ces brillantilles de la ville ou bien ces explications de la ville moderne, vous voyez. Hein? C'est vraiment choquant de voir l'insalubrité. Hein, à Abidjan, la population est facilement entre 6 et 8 millions. Hein, si on prend Abidjan et les environs, hein, c'est-à-dire maintenant les gens sont à Dabou, à Bingerville et tout, ils viennent travailler à Abidjan. À Tiasalé, même à Tiasalé, à Beaumois. Voilà. On construit de façon extensive au lieu de construire de façon intensive. Imaginez-vous que New York avait toutes les maisons de New York, les résidentielles avaient un niveau ou 2 niveaux. C'est la catastrophe. Vous voyez. Hein? Donc, voilà les problèmes. Alors, aussi, j'aimerais mettre un peu de lumière sur mettre en évidence ce petit point-là. Beaucoup d'infrastructures ont été construites sous Hofo-Boigny, n'est-ce pas? Hein? Bon, il ne suffit pas de construire des infrastructures, ça dépend de la façon dont on construit. Mais il semble que nous, bon, naturellement, il y a le côté monétaire qui intervient, c'est un peu long de développer. On a obligé de s'endetter pour construire même une petite route. Hein? Ça a conduit au problème de surendettement en 90. Et tout porte à croire qu'on refait les mêmes choses, n'est-ce pas? Hein? Alors que l'idéal, c'est de développer des entreprises locales, hein, qui pourront faire au moins des petits projets avec le temps. Hein? Parce que tous ces pays développés-là, les projets du gouvernement ne se donnent pas aux compagnies étrangères. Hein? Hein? À moins que ce soit vraiment peut-être la technologie qui les dépasse. La plupart du temps, c'est ceux qui vont construire, même qui vont faire le design, ce sont des entreprises locales. Est-ce que vous voyez? Il y a même ce qu'on appelle le security clearance ici aux États-Unis, c'est-à-dire qu'un projet de l'armée, un projet d'un domaine sensible, hein, l'entreprise qui va construire doit être agréée. Non, elle n'a pas seulement besoin c'est pas seulement la seule condition d'être américaine, elle doit être agréée. C'est-à-dire que le personnel et tout sera scruté, il y aura des background checks pour voir, parce que les plans et tous ces trucs-là peuvent être divulgués. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Donc, pour ne pas être long, je préfère m'arrêter là, mais attention si vous avez des questions. Voilà. Oui, alors on revient encore sur le troisième pont. Ce que le niveau, la hauteur du pont, c'est-à-dire la distance, l'espace entre la plateforme du pont et le niveau de l'eau qui est bas. Alors, à l'argument que vous avez, tout ce que vous avez dit, bon, il y a certaines personnes qui vont dire, bon, mais écoute, ce pont-là, on n'a pas besoin le bateau n'a pas besoin d'aller passer là-bas, le bateau n'a pas besoin de transporter des conteneurs pour aller là-bas. Alors, qu'est-ce que vous dites? Très bonne question. Merci pour cette question en tout cas. Vous voyez, mais si vous remarquez ici dans les pays développés, même en France, hein, bon, je vais pas, bon, c'est les exemples que je connais, voilà.
Je suis sûr que ça existe. Ces pays aménagent les voies maritimes. Hein? Imaginez-vous, tout ne peut pas, si tout doit passer par la route, hein? Et vous voyez que tous les highways, ce seraient des milliers de trucks qui seront sur les highways. Donc, vous avez le Mississippi, par exemple, hein, où beaucoup de navires utilisent pour envoyer des marchandises et des trucs à l'intérieur. Pour revenir à nos pays, à nos États africains, c'est impératif que nous rendons nos fleuves navigables pour pouvoir décongestionner l'intérieur, dit les pays enclavés, hein, comme le Burkina, le Mali et tout. Mais il faut créer des canalisations pour pouvoir desservir des ponts secs. Vous voyez? Par exemple, ici à New York, vous ne voyez pas toujours. Est-ce que vous avez posé la question, comment les gens ramassent les ordures ici? Est-ce que vous voyez les garbage trucks, tout ça? Bon, quand ils viennent, ils ramassent. Mais lorsque c'est collectionné, ça passe sur les bases. Vous voyez, sur l'eau. Et ils amènent ça à Staten Island ou dans d'autres endroits pour pouvoir traiter ces ordures solides. Et même les ordures, les déchets liquides, les eaux souillées là, hein, c'est pas dans tous les endroits qu'ils peuvent mettre des infrastructures de purification, parce que ça nécessite beaucoup d'espace. Hein, à Brooklyn, il y en a un, il y a certains, c'est souvent à la périphérie. Donc, qu'est-ce qu'ils font? Dans certains quartiers qui sont un peu enclavés, ils vont avoir des endroits de collecte. Et ils emmènent les barges là, vous voyez ces embarcations maritimes plates là, hein? Oui, je vois ça souvent sur Hudson River. Voilà. Ils vont pomper ces eaux souillées là, et puis les emmener dans les endroits où il y a les infrastructures sont plus grandes pour les traiter. Vous voyez. Donc les embarcations maritimes, les voies maritimes sont très très importantes pour arriver à un niveau de développement élevé. Par exemple, ce troisième pont là, vous voyez la Comoué. La Comoué se dégage derrière Bassam, n'est-ce pas? Oui. Donc, en rentrant par le canal de Grudi, hein, je ne veux pas dire un conteneur, un bateau de conteneur doit passer sur le troisième pont. Mais quand même, un bateau comme d'une certaine dimension, d'une certaine hauteur, qui peut passer sous le plus grand bateau qui peut passer sur les deux premiers ponts, doit être capable de passer sur le troisième pont. Pour pouvoir, c'est tout à fait normal. Avec le temps, on doit aménager ces voies maritimes-là. Hein? C'est-à-dire que dans l'immédiat, on fait avec les bateaux-bus le transport maritime. Donc pour Yopougon, ils ont pu décongestionner un peu Yopougon, la route parce que tout le monde n'a pas besoin de prendre le bus. Voilà Yopougon. Hein? Il y a certains qui passent par le bateau-bus et puis à Lokodo et à tous qui prennent le bus maintenant pour partir. Et de l'autre côté aussi, ça peut se faire Marcory, Cocody, hein, et même Bassa. Vous voyez, des gens peuvent être à Bassa au lieu de passer sur la route, ils vont prendre le bateau, qui vient travailler au plateau, puis repartent. Mais en plus, les marchandises qui peuvent arriver à Bondoukou, au nord-est du pays, peuvent utiliser la Comoué. Vous voyez. Naturellement, il faut rendre ces voies navigables en levant les rochers, en creusant. Et tout ça, c'est des projets de petites entreprises locales qui vont devenir grandes demain. Vous voyez. Du côté du Bandamant, c'est la même chose. Vous voyez. Et on doit pouvoir connecter ces canalisations-là, ces fleuves-là, avec des canaux. Vous voyez. Hein? Donc, le développement doit se faire de façon équilibrée. Hein? Hein? Ce qui veut dire que même toutes les marchandises, sinon une grande partie des marchandises qui doivent aller au Mali ou au Burkina, hein, si nos fleuves sont bien aménagés, on peut les emmener jusqu'à aussi proche de la frontière, et si possible même à connecter avec le fleuve Niger, et puis desservir des ports. Vous voyez. Hein? Donc il faut voir les choses de façon futuriste. Voilà. J'espère que j'ai répondu à la question. Merci beaucoup. Oui, vous avez répondu. Alors, comment est-ce que nos frères de la diaspora, avec toute leur expertise, vous nous avez dit que vous venez de nous démontrer l'apport que la diaspora peut apporter à l'Afrique. Ben, vous savez, là-bas, ce sont des politiques qui sont en place.
vous, par exemple, M. Aïba, M. Cissé, pour que vous puissiez vous faire entendre, il faut que les politiciens sur place vous acceptent. Comment est-ce que vous pouvez faire, comment ce contact peut se faire, c'est-à-dire le savoir-faire de la diaspora et la politique en place dans nos pays? Comment on peut créer ce lien? Parce que eux, ils sont là-bas, ils ont leurs hommes sous leurs mains. Bon, ou bien de manière politique, ils ont leurs parents sous la main, quelquefois qui n'ont même pas d'expérience, qui n'ont aucune technicité, parce que, par exemple, les constructeurs de routes à Abidjan, le plus souvent, ce sont la plupart, c'est des entreprises qui n'ont même pas un Caterpillar. Ils n'ont même pas un Caterpillar. Ils s'en vont louer les Caterpillar d'un Italien qui a une entreprise de Caterpillar, de bulldozer, de ceci, cela. Ils s'en vont louer et quelquefois, ils n'ont pas l'argent pour payer. L'Italien s'en va arracher ses machines et puis les travaux sont bloqués. Bon, on ne va pas rentrer dedans. Comment on peut créer le pont entre la diaspora et nos politiques africaines? Merci. Bon, je laisse Cissé d'abord avancer. Oui, Cissé, tu es là? Oui, je suis là. Oui, vas-y. Oui. Bon, c'est une question bien intéressante, une très bonne question. Voyez-vous, le problème de la diaspora, c'est un problème politique. Quelque chose, ce qu'on va dire. Quand je dis c'est un problème politique, je ne veux pas dire c'est politique politicienne. C'est un problème de volonté politique des autorités, en fait. Parce que pour impliquer la diaspora, il faut définir un cadre. C'est un canevas. On crée un organe qui permet, comme une forme de réceptacle, maintenant pour que la diaspora vienne, fasse ses preuves. Sans qu'il ait une pression de politique. C'est-à-dire que, comme Cheikh Anta Diop le disait, armez-vous des sciences jusqu'aux dents, laissez-leur prouver leur science. Il faut leur laisser prouver leur science. Ils ne sont pas là pour faire la politique. Bon, c'est d'autant plus dommage que lorsque le politique même devient entrepreneur, là c'est grave. Le joueur, il est arbitre. Et lorsque vous êtes porteur d'un projet, le projet il est porteur, il est structurant, il trouve que ça au lieu qu'on crée le cadre pour que la diaspora vienne faire le travail, parce que ça ne veut pas dire que ça n'a pas été fait, ça a été fait. On va trouver un neveu, on crée une entreprise pilote, on lui donne, on prend le projet, on déforme ça, on met ça sous le compte de choses, et puis on fait passer au compte du neveu. Et maintenant, celui maintenant qui est venu avec son projet, il ne sait pas où passer. Parce que je vais vous expliquer une anecdote, parce qu'il faut aller sur des faits très, très précis. En 2012, nous sommes revenus, quand on a compté sur l'émergence en 2020, on s'est dit que pour faire l'émergence en 2020, et du coup, tu te rappelles? Oui. On a réuni 6 ingénieurs électriques ivoiriens, ici, africains aussi. Tous, qu'est-ce qu'on peut faire pour notre pays? Développer un projet de 500 et quelques mégawatts pour la Côte d'Ivoire, pour voir dans quel but on peut apporter notre savoir-faire. Malheureusement, ça n'a pas reçu d'écho. Et en 2012, lorsque le projet est arrivé, il y a eu M. Dr. Kim, qui est un expert en électricité. Il est membership, il a lifetime membership dans l'électricité Federal Energy Organization. C'est comme ce Hall of Fame en matière de gens qui connaissent l'énergie. Il a conçu un projet pour la Côte d'Ivoire avec ce qu'on appelle les cycles combinés, qui a été soumis pour la même Côte d'Ivoire et le cycle combiné là.
le même projet se retrouvait où ça se retrouvait en France parce que ça devait être fait à partir du gaz naturel. La France n'avait pas de gaz naturel. Ça a été fait pour la Côte d'Ivoire et le projet s'est retrouvé en 2016 alors que ça a été proposé pour la Côte d'Ivoire en 2012. Donc, voyez-vous, donc, ça nous interpelle quelque part. On a comme l'impression qu'il y a une main forte qui est là au-dessus de nos autorités. Eux aussi, on dirait comme s'ils reçoivent des ordres de quelqu'un d'autre. Au lieu qu'ils donnent à ses propres enfants, il y a quelqu'un qui lui dit non, 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 tu vas sur ce côté-là, tu ne donnes pas à celui-là. Et là, maintenant, on se trouve que, ouais, il y a une déviance, en fait. Sinon, tout ce qu'il faut faire, tout ce qu'il faille faire ici, c'est de créer un cadre et maintenant, doter ces cadres d'un système de contrôle. Et maintenant, si les projets sont structurants et que les projets sont faits, tous les projets sont bancarisables si le gouvernement garantit. Tout projet peut être banqué si le gouvernement le garantit. Parce que le gouvernement, et si l'État le garantit, l'État a une durée de vie illimitée. Et une fois que c'est fait, on avance. C'est ce que Kagame a fait pour créer le monde de l'informatique au niveau du Rwanda. À Kigali, il a réuni presque tous les informaticiens, tous ceux qui se disent qu'ils connaissent l'informatique. On crée un cadre, on regroupe les bons informaticiens africains, venez vous retrouver ici, vous allez sortir des projets, on va vous financer. C'est aussi simple que ça. C'est un problème de volonté, d'organisation et de cadre. Il faut que définir le cadre. Parce que s'il n'y a pas de cadre, il ne peut pas avoir de travail. On ne peut rien mettre en pratique. Donc, malheureusement, le projet n'a pas eu le jour. Et ce qui s'est passé, du coup, a expliqué le détail dernièrement, c'était le projet Azito avec Cyprel. Il s'agissait de faire le cycle combiné et le projet a fuité. Ils ont pris le même projet pour faire le cycle combiné d'Azito qui est passé de 300 MW à 450 MW. C'est un système qui est simple en fait. Techniquement, comment tu expliques? Il y a deux turbines. Il y a une turbine maîtresse et puis il y a une turbine esclave. Vous me permettez le mot comme ça. Bon, la turbine maîtresse, c'est la turbine à gaz. Comme la Côte d'Ivoire était productrice de gaz, on allait prendre le gaz au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est des thèmes technologiques. Donc, c'est pas une injure, c'est des thèmes technologiques. Bon, maintenant, oui, la turbine à gaz, elle produit le gaz, fait tourner la première turbine. Et maintenant, lorsque le gaz, maintenant, dans sa combustion, dégage de la chaleur, maintenant, qui va faire tourner une deuxième turbine, c'est cette fois-ci une turbine à vapeur. Et c'est cette chaleur-là qui sort de la combustion, qui va mettre l'eau en ébullition, cette vapeur-là qui va pressuriser, faire tourner la turbine, qui donne la moitié de la production de la première. Donc, vous allez comprendre que la première turbine, si elle donne 500 MW, la deuxième turbine va donner 250 MW. Donc, avec la même quantité de combustible, vous faites une fois et demie ce que vous devez faire une fois. Au lieu d'avoir 500 MW, vous allez avoir 750 MW d'énergie. C'est ce qu'Azito a fait de 300. On a dit qu'on va faire une extension alors qu'on a fait que changer que le système de fonctionnement des turbines. C'était la même chose qui avait été proposée pour la Côte d'Ivoire parce que le monsieur il avait dit qu'il faut baser l'énergie de développement à partir d'une ressource naturelle que tu ne payes pas. Et puisque la Côte d'Ivoire regorgeait du gaz naturel, on a pensé que le gaz naturel, et c'est là je suis que le gaz naturel ne nous appartenait pas. Ça ne nous appartient plus, hein? On a pensé que c'était le pipeline, on pensait que le pipeline était à Yamoussoukro, il se trouvait que le pipeline qui est à Yamoussoukro, c'était pour le pétrole. Et maintenant, le gaz de la Côte d'Ivoire était au large, était au offshore. Donc, on ne pouvait pas avoir de gaz, il fallait payer le gaz avec Bolloré. Donc, ça a gâché le projet. Vous voyez, c'est un peu difficile. C'est pas que les gens n'ont pas essayé, les gens ont essayé, mais il y a des blocages. Bon, je ne vais pas rentrer dans... C'est pour dire qu'il y a des trucs qu'on peut éviter. On va rentrer dans les détails. C'est pour dire qu'on peut éviter. Voilà, on peut éviter. Donc, si on crée un cadre, le cadre, ça va permettre aux gens de mettre leurs trucs, les conditions dont ils ont besoin pour se mettre en valeur. Et à partir de là, on satisfait les conditions. Et maintenant, on le voit à l'œuvre. C'est au pied du mur qu'on voit le vrai maçon. Je vais m'arrêter là. Merci, M. Cissé. Et M. Aïba? Oui, enfin, il a beaucoup dit, je n'aimerais pas trop tout, mais ça dit juste aller dans le même sens. Il semble qu'il n'y a pas de voie de communication, bien les autorités ne sont pas intéressées. Et puis, je ne dirais pas seulement les autorités présentes, hein, même les autorités passées. Hein, et même, ça dit que c'est un paradigme que nous devons briser. Hein.
on pense en général que nous sommes plus dans les années 60 où on n'avait pas d'essais locaux. Hein? Nous, la diaspora, je ne parlerai même pas il y a beaucoup. Moi, je suis seulement... bon, ça dit que ceux que je connais, il y a beaucoup qui sont des experts. Même sur l'Internet, on les voit. Hein? Il y a certains que je ne connais pas, mais par le nom, je vois que déjà, c'est soit un Africain, soit un Ivoirien, ou bien soit un anglophone, vous voyez. Surtout les anglophones, il y a des experts, vous voyez. Mais il y a cette croyance-là qu'on ne peut pas, et puis ça n'a jamais existé. Et souvent, ça dépend des pays. Peut-être dans les pays anglophones, c'est un peu plus facile, mais nous, les pays francophones, là, il y a carrément un mur. Hein? Par exemple, je vais vous donner un exemple simple. Enfin, un exemple que j'ai vécu également. Le cousin à mon cousin, c'est-à-dire mon cousin maternel et son cousin paternel. Tu vois, vous voyez, non? Donc, ce n'est pas une parenté directe, mais on a le même cousin. Enfin, vous voyez un peu de quoi je parle. Et ce dernier est devenu ministre. Hein? Et c'est ministre de l'Environnement. Je suis allé au pays le voir. Et il me connaît naturellement. Et bon, c'est un peu plus âgé que moi. Et même quand je devais venir ici, je suis passé lui dire au revoir. Voilà. Donc, je rappelle très bien. Donc, vous savez ce qu'il me dit? Reviens au pays. Moi, je ne peux pas tout abandonner et venir. Il y a une façon de venir, il y a ce moyen. Hein? Bon. Je maintiens les contacts. Pendant qu'il est ministre, hein, je lui envoie pour qu'on puisse discuter de certaines possibilités de soit projet ou cela. Bon, je sais qu'en tant que ministre, il est busy. Il n'avait pas le temps, mais quand même, j'ai appris qu'il était venu à New York. Il n'a pas cherché à me voir. Alors, je donne tous mes contacts. Et moi aussi, je lui envoie des messages. Vous voyez, non? La voie de communication ne sait pas. Ça dit qu'ils sont beaucoup plus dans un coup derrière moi, même s'ils ne le disent pas ouvertement, mais c'est comme ça. Parce que si j'abandonne tout, et que je n'ai pas de revenus. Hein? Et puis bon, le poste de ministre n'est pas éternel. Hein? Et malheureusement, tu vas arriver même, il ne va même pas s'occuper de toi. Il ne va même pas s'occuper de toi. Donc, je ne veux pas dépendre de quelqu'un. Avec la crise, malheureusement, la crise, il faisait partie du dernier gouvernement là, avec la crise. Naturellement, ils ont balayé tout le monde. Et bon, je ne dis pas que, bon, Dieu merci, il est en vie. Hein, j'espère qu'il est toujours en vie parce que les contacts. Mais on pouvait maintenant étant plus ministre, il a maintenant le temps, on pourrait discuter. Hein? Mais jusqu'à présent, hein, il n'y a aucun. Je demande après lui, bon, c'est pas facile. C'est pas facile ce que je dis. Voilà. Merci. Je pense que nos politiques ne sont pas sincères. Moi, je suis ici. J'ai fait deux démarches dans la construction de pipeline. À cause de ça, je suis allé, au Canada pour me faire former en construction de pipeline. Donc, et puis, produire de l'électricité avec les déchets de palmier à huile, de palmier, et recycler, les ordures, parce que dans le temps, il y avait affaire de accoups d'eau, il fallait déménager accoups d'eau. Donc, je suis allé au Canada rencontrer, une grande structure qui fait les choses, qui recycle les ordures. On dit toujours, ça rappelle bien Anne Ouroto qui dit toujours, les ordures, c'est de l'or. Mais allez-y les ramasser. Allez-y les ramasser, c'est de l'or, allez-y les ramasser. Et quand on les ramasse, on fait quoi? À quel moment l'ordure devient de l'or? Bien, si on continue, mais tous ces projets-là, on les a balancés, mais ils n'ont jamais fait cas de ça. Hein. Aux États-Unis, ici, ce qui me plaît dans l'administration américaine, c'est que, en dehors de ce que le président nomme, il y a une porte ouverte à des experts, par exemple comme vous. On ne vous nomme pas. Vous avez la possibilité de faire vos propositions, de rencontrer même le président aux États-Unis ici. Ça, c'est la branche c'est ouvert pour tous ceux qui peuvent apporter, une intelligence
pour faire avancer l'Amérique. Donc, il y a cette porte-là. Par exemple, vous, comme ça, vous pouvez aller faire une demande, vous pouvez faire une demande pour rencontrer le staff du président et leur dire que voici telle chose, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on peut faire, voici ce qu'on peut faire. Et puis, on vous le confie. On vous le confie, on dégage les moyens pour que tu puisses le réaliser. Ça, ça existe ici. Voilà. Mais chez nous, bon. Maintenant, si c'est Ben Cissé, je vais vous poser une question concernant, parce que on peut avoir toutes les connaissances aux États-Unis ici. On peut avoir toutes les connaissances partout en Chine, en Russie, partout. Mais si tu arrives là-bas qu'il n'y a aucune oreille pour t'entendre, ou bien même quelquefois même, on vole ton projet. On vole ton projet. Il y a ça aussi qui existe. Alors, lorsque le gouvernement qui est là actuellement, en début, avait fait envoyer un circulaire pour dire que ceux qui ont qui sont pour recenser les Ivoiriens avec leur qualité, et puis on leur a même dit, on a le premier ministre ivoirien qui arrivait ici qui disait, bon, vraiment, rentrer, on va développer le pays, mais quand tu arrives, on rentre, comme Ben Cissé l'a dit, on rentre, on s'inscrit dans quel cadre? Dans quel cadre? Je rentre au pays, j'ai un bagage intellectuel, je sais comment on peut faire telle chose, mais à qui je dois m'adresser? Alors, M. Ben Cissé, il y a eu ce circulaire-là où on demandait les qualifications des Ivoiriens. Alors, qu'en est-il maintenant de cette histoire-là? Est-ce que vous êtes au courant de ça? Vous faites bien de poser la question. Je ne sais pas de quelle année vous parlez, mais je sais qu'à partir de 2011, 2012... Mais c'est de ça que je parle, le gouvernement qui est là, oui. Voilà, effectivement, j'étais même porteur de ce projet. Il s'agissait de créer la diaspora des Ivoiriens. On voulait mettre la matière grise, c'est-à-dire rechercher la matière grise et tout ce que la diaspora ivoirienne qui pouvait investir pour aller vers l'émergence. Et pour parler d'émergence, il ne peut pas avoir de développement, il ne peut pas avoir une industrialisation sans énergie. Voilà pourquoi on se focus sur l'énergie. Maintenant, nous sommes venus, on a posé le problème. La diaspora ivoirienne d'Amérique a été bel et bien créée. Le dossier a été remis aux politiques. Le ministre Kablan Denkan était ministre des Affaires étrangères dans la résidence de 73e suite sur Lexington, dans la résidence de M. Youssoufou Bamba. C'est là-bas que je lui ai remis main à main. Il était ce jour avec, comment ça s'appelle déjà même, Mme Goudou Raymond Kofi. Et c'est à partir de là maintenant, il fallait prendre tout ce qui devait être chaudronnerie. Tu vois faire la chaudronnerie, c'est-à-dire la soudure au niveau de la soudure dans l'eau. C'est-à-dire il y a tous les différents aspects techniques. Il fallait recenser les Ivoiriens dans leur domaine, dans leur technicité. Recenser ceux qui étaient diplômés dans les universités, les doctorants et les docteurs, les PhD. Qu'est-ce qui n'a pas été fait? Le document a été remis. Quelque temps, j'apprends, Goudou Raymond a été nommé ministre de la Condition féminine. On a changé de nom, on a appelé ça Copendium. On va créer maintenant une association des femmes qui sont expertes dans la diaspora, qui sont experts. Finalement, comment on dit le mot là même? Je ne sais pas comment on appelle. C'est-à-dire que tu voles l'idée et puis tu transformes pour ne pas qu'on sache que c'est l'idée que tu as voulu, alors que tu n'as pas voulu aller au bout de l'idée qu'on vous a remis. C'est déplorable, quoi. Ce n'est parti nulle part. Et ce copidium est arrivé où? Copendium aussi n'est arrivé nulle part. C'était la poudre simplement. Copendium, là, c'était... On a dit qu'on allait créer un cadre pour les femmes, la diaspora qui était même ce comme on a fait pour la diaspora, on a fait ça seulement sur le côté sexiste, sur le côté femme. C'est tout. Et ça n'a arrivé nulle part. Peut-être qu'ils font ces trucs-là pour dégager des fonds que personne ne voit. Eux-mêmes. Oui. Voilà. Vous voyez, vraiment, je suis très content de vous en ce moment pour votre grande expertise dans ces domaines pointus. C'est des expériences que nous avons vécues. Ce n'est pas des expériences que nous on imagine. Non, c'est des expériences que nous avons vécues. Non, et ça fait mal. Merci. Allez-y. On se rapproche de la fin, mais je n'aimerais pas interrompre naturellement le temps.
Donc, j'aimerais faire cette suggestion que je fais à mes partenaires africains lorsqu'on discute de projets. C'est de nous focaliser après tous ces problèmes et ces manques de communication avec les autorités de nos pays. C'est de se focaliser sur des projets que nous pourrons réaliser nous-mêmes. Quelle que soit la taille du petit projet, ne pas les négliger. Je vais vous donner un exemple simple. Avec le soleil, on peut la chaleur du soleil, on peut faire des fours solaires. Il y a les solar cookers. Est-ce que vous voyez? Bon, il y a d'autres possibilités qui seraient un peu long de détailler ici, mais en concentrant les rayons du soleil, vous produisez la chaleur qui peut cuire les aliments. Donc, c'est des projets pilotes qu'on peut faire à notre échelle ou un petit restaurant. On va essayer de cuire les aliments avec la chaleur du soleil. Et naturellement, c'est ça qu'on dit que la nuit, on peut storer, pendant la journée plutôt, on peut storer la chaleur. C'est-à-dire faire un excédent de chaleur qu'on va storer et puis la nuit utiliser. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire en se focalisant sur ce genre de projet, comme vous le constatez deux fois, c'est maintenant mais les policiers vont commencer à vous interroger parce qu'ils voient que vous avez du succès. Vous voyez? Mais en général, quand vous n'avez pas encore réalisé quelque chose qui attire les gens, bon, en général, ils vont pas... C'est très difficile, voilà. C'est un peu ce que je veux dire. Donc, c'est un peu ça. Il y a beaucoup de choses qu'on peut faire en se focalisant sur de petits projets et des PME. Et puis, bon, espérons que les choses s'améliorent avec le temps. Voilà. Bien, nous allons vers la fin de cette première partie. Ce sera une partie remise. On va se revoir encore une prochaine date. Alors, Monsieur Ben Cissé, vous voyez, on a débattu pratiquement qu'un seul thème, alors qu'on avait beaucoup. Mais l'intensité, la qualité ne nous permettent pas, de débattre de tout. Mais on le fera la prochaine fois. Ça a permis au moins de détailler un peu ces domaines-là. Et puis, on verra. Voilà. Alors, donc, Monsieur Ben Cissé, votre mot de fin, et puis ce sera au tour de Monsieur Aïba. Merci. Allez-y, Monsieur Ben Cissé. Merci bien. Je remercie la radio Jacques Roger Show. Je remercie le commandant. Je vous remercie Dougan et puis Edouko aussi, Monsieur Aïba qui m'a invité. Donc, ce que je m'avais dire ici, l'enfant qui tombe, il tombe de la main de quelqu'un qui veut le dorloter. Avec tout ce qui se passe, c'est parce que chacun veut bien faire, qu'on est obligé d'être parfois dur pour se faire entendre. Et donc, ça fait mal de voir que ce que les autres ont réalisé, on pouvait en faire autant. Parce qu'on a comme l'impression que c'était une peine perdue. Et c'est ce désir de vouloir faire c'est-à-dire de pouvoir joindre notre brique dans la confection de notre État, qui fait que on se met à la disposition pour pouvoir créer une plateforme de la diaspora qui pourra faire tâche d'huile dans le développement de la Côte d'Ivoire. Et qu'un jour, on en parle, que nos enfants en parlent, que nos petits-enfants en parlent. L'idée est venue d'une simple radio où les gens ont pris conscience, on a décidé de se mettre ensemble, parce qu'après tout ça, là, on va jeter une plateforme, on va créer notre cadre à nous. Comme Aïba l'a dit, on ne va plus attendre que on aille à ce niveau ici, là. On va créer notre cadre à nous et maintenant, on va imposer notre cadre selon notre grille. Je pense que c'est la meilleure manière de procéder. On va définir les moyens que nous avons ici pour qu'on puisse être audible au niveau de nos pays respectifs, que on peut ne pas être prophète au pays. Si le pays ne nous réussit pas, on va essayer dans un pays africain ou qui sera réceptif au moins aux doléances ou alors aux projets que nous serons porteurs. Donc, c'est pour dire qu'à la suite de tout ce qui va suivre, c'est sur cette base-là que nous comptons partir, avoir la volonté de partir s'organiser, développer nos projets et puis repartir, poser des actes concrets et solides. La diaspora peut beaucoup. Il va falloir que les gens qu'on compte et que nous-mêmes, on se fasse confiance. Parce que
je ne cesserai jamais assez de citer ce que Franck Fanon disait, que chaque génération, à un moment donné, d'une manière, dans une circonstance opaque, doit pouvoir choisir sa mission. Ou alors tu la trahis, ou alors tu l'assumes. Bon, et lorsqu'on avait parlé du projet comment on appelle ça, d'énergie, de logements sociaux, tout. Maintenant, il va falloir, après, on va arriver à la phase d'organisation. Donc, ce que je m'avais dit ici, c'est pour pousser tous ceux qui font des études, qui ont des projets à l'idée, en phase de gestation, qui se disent que ouais, bientôt on va développer une force qui va se mettre en marche pour pouvoir permettre à tout le monde d'être utile à son pays à quelque niveau qu'il pourra. C'est ce que je m'en vais dire ici. Je tiens à remercier tout le monde. Je tiens à remercier M. Aïba et M. J'espère bonne soirée. Je pense que le débat était bien. Bon, si j'ai peut-être mal prononcé quelque chose, peut-être c'est indépendant de ma volonté, ce n'est pas surtout dans un souci de faire du tort à qui que ce soit, c'est dans le souci quand même de motiver nos frères qui sont dans la diaspora et aussi qu'on nous donne aussi l'occasion de servir notre pays. C'est ce qu'on voudrait faire. Je vous remercie. Monsieur Aïba, votre mot de fin, s'il vous plaît. Oui, j'aimerais naturellement te remercier, M. Dougan, et puis Jacques-Roger Chaud, Jacques Roger également. Certainement, on aura l'occasion de se rencontrer ou échanger. Et aussi au frère Daman pour son intervention, sa participation. Et à tous les autres qui ont écouté, en allant dans le même sens que M. Cissé, j'élargis un peu le volet. Il faudrait qu'on voie au niveau de la sous-région. Parce que notre développement doit être intégré. Comme vous le voyez, surtout certains pays, vous voyez, les frontières ont été tracées de façon, n'ont même pas été tracées par nous. Donc, ne laissons pas ces frontières-là nous limiter. Donc, j'espère même qu'ici, avec nos frères anglophones, on puisse s'asseoir. Déjà, je discute avec un qui est du Nigeria. Hein? C'est lui-même qui m'a contacté au niveau parce qu'il y a un problème de pollution partout dans les pays africains. Mais au Nigeria, la pollution de l'électricité. Et comme il sait que je suis ingénieur électrique, il m'a contacté. Donc, on essaie dans les moyens, dans la mesure du possible, de le guider. Voilà. Et on verra. J'espère que quand il y aura quelque chose d'assez palpable, on naturellement informera les autres. Et donc, avoir une plateforme où au moins dans la sous-région, Ghanéen, Nigérien, Malien, Burkinabé, Guinéen, nous puissions communiquer et voir dans quelle mesure on peut participer. Hein? Il y a certains gouvernements qui sont ouverts à la diaspora, c'est-à-dire qui font des facilités. Naturellement, on va se tourner vers eux. Hein? Au niveau des conseils et tout, on pourra leur apporter dans la mesure du possible. Au cas contraire, on peut travailler sur des petits projets où c'est possible de réaliser et puis au fur et à mesure grandir. Voilà. Donc, j'espère que certains seront ouverts à ça et surtout beaucoup. Hein. Et même ici, je ne sais pas si vous vous rappelez, j'avais écrit un document en 2012 à propos des infrastructures de la diaspora. M. Cissé doit se rappeler. On en a parlé beaucoup. Et M. Dougan, je ne sais pas si les souvenirs sont lointains. Bon, au début, naturellement, les gens n'étaient pas focalisés sur ça. Et on pensait que c'était quelque chose où je voulais être président ou un truc. Non. Et au fur et à mesure, j'espère que beaucoup comprendront qu'un projet qu'on réalise se fait avec beaucoup de compétences différentes. Ceux qui réalisent le projet au niveau du design ne sont pas ceux qui construisent. Et ceux qui construisent ne sont pas ceux qui managent le projet. Supposons, par exemple, un centre culturel. Vous voyez? Donc, c'est beaucoup de cerveaux qu'on met ensemble. Hein? Donc, il faut voir les choses de façon horizontale et non pyramidale. C'est-à-dire avec un chef et puis les autres qui le suivent. Hein? Vous voyez? Le développement n'est pas l'affaire d'une personne. C'est l'affaire d'une collectivité. Hein? Et il faut que tout le monde participe et toutes les compétences, on puisse les agencer de façon à ce qu'on puisse réaliser le projet de façon grandissante. Voilà. Merci en tout cas. Merci pour la compréhension. Merci Ben Cissé.
Frère Ben Sissé et frère Aïba, ce n'est qu'une partie remise. On aura l'occasion de se rencontrer, encore de vous inviter pour poursuivre ce débat très enrichissant de développement, d'urbanisation, de collectivité, de briser les frontières, aller au-delà. Ça fait 67 ans maintenant, la Côte d'Ivoire a 67 ans. Et nous sommes en train de vieillir. Nous sommes en train de vieillir. La Côte d'Ivoire est en train de vieillir à l'échelle humaine. La Côte d'Ivoire est en train de vieillir sans rien en main. Merci beaucoup et on se donne rendez-vous à la prochaine. Merci, commandant Jacques. Merci à tous les auditeurs et auditrices de Jacques Roger Show International. On se donne rendez-vous à mardi prochain.